Bienvenue dans Worksite Story, le podcast qui explore sans filtre les coulisses du monde du travail. Ici, on parle vrai, des défis humains en transformation profonde en passant par le leadership, la culture d'entreprise et les nouvelles dynamiques qui bousculent nos organisations. Pas de tabou, pas de discours formaté, juste des échanges sincères et sans concession. Aujourd'hui, on entre en cuisine avec un invité qui a fait de la gastronomie son terrain de jeu. Médaille d'argent du meilleur apprenti de France, un parcours entre Washington, la Belgique et le Luxembourg. 16 ans à la tête du Bistronome, qui a été récompensé par un Bib Gourmand. Un chef qui défend une cuisine de saison, généreuse et qui a choisi le plaisir plutôt que la course aux étoiles. Je suis très heureuse d'accueillir Jean-Charles Hospital. Bienvenue Jean-Charles. Merci de ton accueil, Céline, et je suis très heureux de participer à cette émission. Merci beaucoup. Alors Jean-Charles, on va commencer par le commencement. Si je ne me trompe pas, que je suis bien renseignée, tu es né en Champagne. Tout à fait. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'où tu viens, dans quel environnement tu as grandi ? J'ai commencé en fait, on va dire le tout début de mon adolescence avec des grands-parents qui étaient fort présents, surtout mes grands-parents maternels, dans un milieu ouvrier qui était Marnaval, attaché à Saint-Dizier. Et ma grand-mère, qui, avec mon grand-père, ont énormément évolué dans les années, on va dire, les 30 glorieuses, ont énormément participé à mon évolution et ainsi avec ma cousine parce qu'on a été élevés tous les deux en même temps. Ma grand-mère était quelqu'un de très dynamique, de généreuse et qui aimait en fait nous faire découvrir beaucoup de choses. Et moi j'ai eu une chance incroyable, c'est qu'à cette époque-là, dans les années fin 70, elle nous a mis sur les skis, ma cousine comme moi-même. Donc voilà. Alors moi je m'y attendais pas à ce retour. Je me dis en cuisine, non. Ça s'explique tout simplement parce que ma grand-mère était très jeune. J'avais très peu de différence d'âge avec ma grand-mère. Ma grand-mère a eu ma mère à 16 ans, ma mère m'a eu à 18 ans. Ah oui. Donc voilà, donc ce qui faisait que, en fait, j'avais des grands-parents très dynamiques et mes parents, à l'époque très jeunes, avaient un objectif de vie, d'avoir une maison, etc. Donc j'étais énormément un petit peu ballotté à droite et à gauche et c'est pour ça que, en fait, j'adore les gens. Et donc cette fameuse grand-mère, elle était tellement généreuse dans tout que elle adorait faire des repas de famille, que ça soit de famille, au moment aussi des jours fériés. Et donc, elle préparait des tablés gigantesques. Et moi, j'étais toujours évidemment, dans ses pâtes. Et donc, je voyais tout ce qui se faisait. Et comme je suis quelqu'un de gourmand, donc en fait, je goûtais à tout et on me laissait goûter à tout. Donc, c'était fantastique. Alors, peut-être que c'est l'éveil un petit peu... Tu t'es éduqué le palais déjà jeune, en fait. Oui, très jeune. Et puis, en plus, la chance que mon grand-père a cultivé 2 potagers. Donc, en fait, j'avais tout de suite un contact avec des produits de saison. Voilà, alors certainement que ça a éveillé quelque chose en moi. Ça, c'est certain. Quels sont tes premiers souvenirs avec la cuisine? Donc, tu viens de nous expliquer ces repas de famille avec ta grand-mère. Donc, est-ce que ça va au-delà? C'est vraiment lié à ta grand-mère très spécifiquement? Ou est-ce que vraiment toute ta famille, c'est quelque chose qui était important? Je pense que en fait, là, j'avais déjà avec ma grand-mère et puis ma mère qui a pris le relais derrière, mais qui faisait beaucoup moins de grandes tablées, mais qui, elle, m'a apporté le raffinement. Donc j'avais déjà des bons éléments. Bon, il faut dire les choses, c'est-à-dire que dans les années 80, à l'école, je m'ennuyais aussi un petit peu dans le cursus classique. Donc j'ai été dirigé vers un lycée d'enseignement professionnel à Saint-Dizier, donc une école hôtelière. Et donc là, j'ai fait 3 ans d'école hôtelière. J'ai pris goût aussi naturellement et je pense que tout ce que j'avais vécu dans ma famille, finalement ça te convenait en fait. Oui, ça me convenait, j'étais bien. Place. En plus, à l'école hôtelière de Saint-Dizier, pendant les 2 mois d'été, on partait en stage. Je suis allé à Villeneuve-Loubet, j'avais à peine 16 ans, je crois. Et là, j'ai fait de la salle pendant 2 mois sur la Côte d'Azur. Et puis ensuite, je suis allé à Aix-en-Évex, sur le bord du lac Léman. Et là, je travaillais en cuisine et j'ai toujours eu cette chance de tomber dans des restaurants qui ne travaillaient que le frais, qui n'étaient pas étoilés, qui n'étaient pas gastronomiques, mais c'était encore une époque où ces petits restaurants-là se donnaient la peine de faire du frais. Et donc tout ça fait que ça m'a plu et donc j'ai réussi mes 3 années. En tout cas, Je suis sorti avec un CAP classique cuisine traditionnelle et j'ai voulu continuer.
Donc, tu as su assez jeune, finalement, tu avais quoi, 16, 17 ans, que tu voulais faire ce métier, ou c'était pas encore quelque chose de concret, où tu disais je suis bien, on verra, ou tu t'es dit non, c'est là-dessus. Je trouvais que mon métier intéressait les gens. Alors donc, voilà, quelque part, moi qui aime bien être un peu démonstratif, ça me plaisait, quoi. Je me dis, il y a quand même un sacré potentiel. Bon, voilà, c'est pas un métier où on reste caché, où on peut être mis en avant, même sous la lumière, etc. Donc, je me suis dit, non, c'est pas mal, ça me convient par rapport à mon caractère et tout ça. Tout ça était lié. Et puis, ça a été aussi le début un petit peu de la starisation du monde culinaire. Donc, tous ces chefs qui sont sortis un petit peu, les chefs français, entre Bocuse qui a commencé à vraiment sortir de ses cuisines, après Robuchon, etc., Gagnère, et tous ces gens qui passaient à la télévision, tout ça. Et ça me fascinait. J'ai toujours été fasciné par les émissions culinaires. Donc, encore aujourd'hui. Voilà. Encore aujourd'hui, oui, quand c'est bien fait, quand c'est intéressant au niveau du produit et comment ils arrivent à le transformer. Je suis toujours aussi curieux de regarder ces grands chefs. Donc tu restes un passionné. Et je crois que tu es pâtissier. Après mes 3 années cuisine traditionnelle, là où j'arrive à avoir mon diplôme de CAP, je continue une année supplémentaire en pâtisserie. Donc voilà, là pourquoi pourquoi la pâtisserie? C'était parce que je me trouvais ajouter quelque chose. Ce métier-là me plaisait, j'avais choisi de le faire, mais quelque part il me faisait déjà peur. C'était une époque aussi dans les cuisines, c'était pas si simple que ça de réussir, et c'était une ambiance assez particulière, voire même un peu violente. Et très hiérarchisé aussi. Très hiérarchisé, mais ça, je pense qu'il faut toujours le garder. Je vais dire, évidemment, vivre avec son époque et vivre avec les jeunes qui arrivent et se fondre aussi un petit peu dans leur caractère et dans leur mode de vie. Mais c'était une époque où il fallait être solide, quoi. Il fallait avoir du caractère, il fallait savoir s'imposer, exister. Et les brigades, c'était des ambiances quand même relativement assez violentes. Je le savais. Ça me faisait peur et on me proposait une année de plus à rester au lycée. Alors je me suis dit, c'est toujours bon à prendre, surtout que je n'avais que 18 ans. Et en parallèle, je faisais quand même beaucoup de sport. Donc mon choix n'était pas non plus Alors fais-moi la petite parenthèse que tu m'as racontée avant qu'on démarre l'enregistrement sur le football. À cette époque-là, je jouais au football à Saint-Dizier. J'ai eu l'opportunité de prendre la place d'un gardien de but qui jouait en D2. Pendant 8 mois, j'ai été gardien de but d'une équipe semi-professionnelle. Entre mon métier et le sport, c'est vrai que j'avais un petit peu le cul entre deux chaises. Donc mon choix n'était pas encore vraiment définitif, mais j'étais quand même lucide. Je savais que en fait, mon poste de gardien de but dans une équipe semi-professionnelle, mon avenir était quand même, je vais dire, un petit peu plus difficile que la cuisine. Tout simplement parce que je fais 1m70, donc voilà, donc j'avais quand même très peu de chances de faire carrière. Tu as fait l'école hôtelière à Saint-Dizier, donc très jeune. Oui. Tu as parlé des brigades où c'était assez difficile, qu'il fallait avoir du caractère. Est-ce que l'école hôtelière en tant que telle, ça t'en garde un très bon souvenir? On travaillait en binôme, donc on était toujours 2 sur un poste et on devait réaliser toutes les semaines une entrée, un plat et un dessert. Donc, c'était bien de travailler en binôme, comme ça on savait se partager le travail, etc. Et c'était dans une ambiance beaucoup plus, je vais dire, douce et convivial, puisqu'on avait c'était des petites classes, on n'était pas beaucoup, on était à peine 20, on avait chacun notre fourneau, chacun nos frigos, etc. déjà à l'époque, et on avait de très très bons contacts avec nos professeurs, entre autres Monsieur Picard, avec qui j'ai gardé quand même de bons souvenirs. L'ambiance là me plaisait beaucoup, et je ne faisais pas non plus des horaires de fou. Donc en fait, ça restait quand même dans le cadre, je vais dire, scolaire. Donc ce qui me permettait aussi de faire autre chose à côté. Donc le sport. Le foot, quoi. Ouais. Et ensuite, lorsque je fais mon année supplémentaire en pâtisserie, là, je vais partir à Langres. Et là, je vais exercer chez un pâtissier, à Monsieur Lambert, si mes souvenirs sont bons. Je vais exercer mon métier de pâtissier pendant 1 an. Une année assez intensive en Haute-Marne. Et donc là, je vais, suite à mon apprentissage accéléré, je vais avoir la médaille d'argent de un des meilleurs. C'était ma prochaine question. Voilà, donc tu as eu la médaille d'argent du meilleur apprenti de France. C'était le début de ces concours qui a été organisé par les meilleurs ouvriers de France pour dénicher des jeunes talents, quoi, en fait. Et ça représentait quoi à l'époque pour toi? Et puis peut-être avec le recul aussi, qu'est-ce que ça... Pour moi, ça représentait quelque chose de grand, puisque quand on est jeune comme ça, et qu'on arrive tout de suite à avoir des diplômes, avoir une reconnaissance auprès des meilleurs ouvriers de France, ce fameux
col bleu, blanc, rouge. C'était quelque chose qui, au départ, était un peu inaccessible pour moi. Et je voyais que, finalement, c'est la reconnaissance des débuts de talent que j'avais, pas affirmé, évidemment, j'étais encore trop jeune. C'était une récompense qui, en fait, venait, je sais pas, me donner aussi ton choix, confirmer, me donner confiance, ouais. Donc, et continuer. Parce que là, je me dis, bah non, maintenant, déjà très jeune, je suis déjà reconnu comme ça. J'ai aucune raison de m'arrêter. Et donc, après, le service militaire m'appelle. Donc, c'est une époque où le service est encore obligatoire. Aux États-Unis, si je et me là, suis je vais arriver sur la BA 113 de Saint-Dizier. La BA 113, c'est une base aérienne. J'étais caporal-chef aviateur hospital, donc voilà. Et je vais faire mes classes pendant 2 mois. Et ensuite, il y a un fax qui va tomber sur toutes les bases aériennes de France qui demandent un appelé en volontaire service long pour partir à l'étranger en tant que cuisinier ou aide de maison, un peu l'homme à tout faire. Je me dis, tiens, c'est peut-être une chance, une opportunité de plus qui m'est offerte. Donc tu postules. Je mets un pied devant, parce qu'à l'époque on était en peloton, donc pour les gens qui étaient volontaires, ils devaient mettre un pied devant. Donc je mets un pied devant, je sors du peloton. Tu savais déjà que c'était aux États-Unis ou vous avez pas? Je crois que c'était quand même assez détaillé. Oui, je pense qu'on connaissait la destination. Je vais pas me retrouver. Oui, mais je pense qu'à cette époque-là, j'étais partant pour tout. Tu allais. Je me dis non, là, je suis trop jeune pour passer à côté quand même des choses comme ça. Et je me porte volontaire. Et il y a 3 ou 4 semaines qui se passent, donc on me tient au chaud sur le BA 113. Et là, j'apprends que finalement, ma candidature n'est pas acceptée. Ah. Donc c'est tout, mais par contre, par rapport à cette fameuse médaille d'argent d'un des meilleurs apprentis de France, on me donne l'opportunité d'accéder aux appartements de fonction du général 5 étoiles à Paris, porte de Ballard, dans le 15e arrondissement. Alors, je me dis, oui, bien sûr, je prends. Voilà, c'est la continuité un petit peu de mon début de carrière, quoi. Je me dis, non, il faut pas que je passe à côté. Et donc, finalement, je tombe dans ces cuisines-là et pendant 3 semaines, je vais être à l'étage du fameux état-major. Et pendant 3 semaines, je vais exercer mon métier dans un cadre fabuleux, avec tout ce faste. Là, après 3 semaines, l'adjudant vient me trouver, qui me dit, aviateur hospital, vous êtes toujours intéressé pour partir à Washington? Je dis, oui, écoutez, oui, il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, vous arrêtez ce que vous faites, vous sortez, vous téléphonez à vos parents, parce que dans 24 heures, vous prenez l'avion. Et là, je me dis, ça fait peut-être un peu court, mais bon, allez, voilà, toujours aussi intéressé, toujours aussi curieux. Et entre-temps, il me dit, vous parlez quand même un petit peu anglais. J'ai dit, écoutez, yes. Oui, oui, effectivement. Et moi, pendant que je téléphone à ma mère pour la prévenir, j'ai dit, maman, écoute, voilà, j'ai quand même, apparemment, c'est quand même important que quelque part, il soit notifié que, en fait, j'ai pratiqué ou j'ai eu des cours d'anglais. Ma mère me dit, écoute, t'en avais pas eu? Le basique, quoi. Hein. Ouais. Donc oui, t'inquiète pas et tout ça, je vais m'occuper de ça, etc. Et ma mère, comme elle était secrétaire de direction à la chambre de commerce de Saint-Dizier à cette époque-là, elle me note en fait sur un de mes diplômes mention anglais. Voilà, c'est un peu de la triche. Hein. Donc, ça reste entre nous. Je rentre, je fais un aller-retour, je reviens donc à Ballard et cet adjudant qui s'occupait de moi me dit, vous allez passer devant 3 généraux qui vont vous poser des questions pour voir un petit peu si vous êtes apte à passer 18 mois aux États-Unis. J'arrive devant 3 généraux de façon successive et tout le monde me pose la question, est-ce que vous parlez anglais, mais en français? Donc moi je réponds oui. Et voilà. Et donc je passe devant 3 généraux. Il n'y en a pas un seul. Je prends l'avion, j'arrive aux États-Unis et là, alors là, c'est là que ça commence. Parce que bon, fier comme un as et tout, d'être sur le territoire américain, en plus un rêve que je voyais à travers les séries américaines à la télévision. Je me faisais quand même un monde des États-Unis, quoi. Je me dis, waouh, ça y est, j'ai réussi, j'ai mis un pied, waouh, cool. En plus, dans le cadre de mon service militaire. Et j'arrive sur place et là, je me dis, waouh. Alors, je sais pas ce qui m'attend réellement parce que je connaissais pas ma mission, très vaguement. Et là, j'arrive à l'aéroport. Là, on m'accueille. Le jour de mes 20 ans, le 25 mai 1989. J'arrive et là, je vois un petit peu l'amplitude des éventuelles responsabilités qui pourraient me poser dessus. Et je me dis, mais Jean-Charles, t'es quand même un couillon. Tu parles pas un mot d'anglais, quoi.
Wow, j'ai dit, là, ça va être chaud, quand même. Là, ça va être vraiment chaud. Donc, on me présente le général pour qui je rentrais en service. Et là, j'arrive et je lui dis, bon, écoutez, mon général, il faut quand même que je vous dise quelque chose. J'ai bluffé énormément parce que je voulais absolument venir ici. Je ne parle pas un mot d'anglais. Et là, je me souviens, il me regarde, il me dit, bon, aviateur, hospital, je vois que vous avez quelque chose en vous, etc. Si c'est que l'anglais, en fait, qui ne va pas, la meilleure façon d'apprendre quand même une langue étrangère, c'est sur l'oreiller. Et là, vous avez 18 mois, à mon avis, vous allez vous en sortir. Donc, voilà. Il était sympa, mais toi, tu as été aussi, je trouve que tu as eu la bonne réaction aussi. Ouais, non, mais parce qu'en fait, du haut de tes 20 ans, tu t'es dit, bon, ça demande quand même un peu de courage et de te dire, bon, de toute façon, autant être honnête, parce que sinon, je vais vivre un mensonge et à un moment, je vais me faire... J'étais pas bien, non, puis même, voilà, oui, au bout d'un moment, oui. Donc, finalement, je suis rentré dans sa maison privée, et donc, pendant 18 mois, j'étais au service de son quotidien, du lundi au vendredi. J'habitais aussi chez eux, donc ils étaient en couple, hein. Donc j'habitais chez eux, donc j'avais une chambre bien aménagée au basement. Ma mission au quotidien était de leur préparer le petit déjeuner. J'amenais le général à l'ambassade de France, qui n'était pas très très loin. Nous, on habitait une belle villa dans le Maryland. Je l'amenais tous les jours, du lundi au vendredi, à son bureau, à l'ambassade de France. Et ces 18 mois m'ont apporté énormément de choses, puisque en fait, de temps en temps, j'avais des missions. On recevait des ministres à la maison aussi les week-ends, lorsqu'ils étaient appelés à aller à la Maison Blanche. En dehors du petit déjeuner, tu faisais aussi le repas du midi, le repas du soir non, je préparais donc le petit déjeuner, et j'avais aussi à leur préparer le dîner du soir. D'accord, ok. Donc le matin et le soir, quoi. Et la journée j'étais surtout à disposition de madame. Donc madame, voilà. Donc en fait, mes occupations étaient de tondre le gazon lorsque la saison était de la tonte, de véhiculer madame, d'aller faire les courses, voilà, de m'occuper de la maison en général. On avait une femme de ménage, il y avait tout ça, hein, donc voilà, et d'occuper madame. Et moi, j'avais de la chance d'être tombé chez un couple qui avait laissé en France un enfant de mon âge. Donc en fait, la femme du général m'avait pris un peu sous son aile. Comme elle pratiquait le tennis et qu'elle voulait s'occuper aussi un petit peu les après-midi, je jouais avec madame au tennis. Ah ben ça, c'est bien ça. J'ai vécu 18 mois fantastiques, c'était incroyable. Et pendant ces missions-là, j'avais accès à la Maison Blanche, j'avais accès au Patagone, j'avais accès à Arlington, à tout ça. On recevait quand même des gens politiques d'influence de l'époque. Tu leur as fait à chaque fois le repas J'ai participé lorsque, en fait, ils avaient besoin de main-d'œuvre. Soit j'allais aider en cuisine de l'ambassade de France, soit j'allais... Quelquefois, ça m'est arrivé, et ça, c'est des grands souvenirs, d'aller travailler en tant qu'extra dans la cuisine de l'ambassadeur dans sa résidence personnelle à Washington, D.C. Merveilleuse, très très beau. Et je côtoyais dans ces milieux-là les compagnons. L'ambassade de France faisait venir que des Français. Donc finalement, tu as parlé français pendant 18 mois. Pour retapisser, entre autres, pour... voilà, tout avait... Donc les meilleurs artisans, les gens qui avaient un savoir-faire pas possible. Voilà, d'excellence. C'était merveilleux de côtoyer ce monde-là. C'était fabuleux. Pendant 18 mois, j'avais quand même tous mes week-ends. Et au sein de l'ambassade de France, qui est énorme aux États-Unis, on était à l'époque dans les années 89, 90, 91, on était 400. Et donc beaucoup d'appelés aussi. On se retrouvait comme ça, un petit groupe d'amis qui, eux, débrouillaient très très bien en français. Donc moi, j'ai jamais eu vraiment besoin de parler anglais. Et lorsque je suis rentré des États-Unis, je parlais pas plus d'anglais que lorsque je suis arrivé. Aujourd'hui, donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai dû me débrouiller lorsque je suis arrivé en Flandre, mais ça. D'accord. Donc voilà. We can switch to English if you want. No thanks. Donc justement, tu reviens en Europe, donc après c'est moins fantastique aux Oui, alors donc, mais il y a une chose importante. Je vais passer 18 mois, mais je vais passer 18 mois dans un contexte privilégié où je vais voir des belles choses, mais où je ne vais pas énormément pratiquer mon métier. Ah. Mais pendant ces 18 mois-là, je vais rencontrer mon premier grand amour. Ah. Voilà, qui était une Hollandaise. Et donc, son papa était diplomate hollandais. Elle parlait français ? Pas au début, donc voilà, bon, c'était assez folklore. Mais finalement, on va vivre une belle histoire d'amour pendant 1 an aux États-Unis. Et au moment où moi, je dois rentrer, puisque je finis mon service long, elle décide de m'accompagner.
Et elle me dit, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est perfectionner mon français à la Sorbonne à Paris. J'ai dit, écoute, moi, avec le métier que je fais, il n'y a pas de souci, je vais trouver. Et bon, effectivement, je trouve facilement un restaurant à Paris. Donc, on arrive tous les deux à Paris et malheureusement, c'est là où moi, je vais recevoir ma première grosse claque de ma carrière professionnelle. Je vais me rendre compte que j'ai un CV, mais alors, oui, il y a 21 ans, j'ai un CV merveilleux, mais que je ne sais pas travailler en entreprise. Et moi, à chaque fois qu'on me propose un poste, c'est tout de suite un poste de responsabilité. J'essaye, je m'accroche et tout ça, et là, je m'effondre. La grosse dépression, je ne vaux rien, tout ce que j'ai fait. En fait, c'est la première fois, tout souriait depuis toujours, finalement. Ah voilà, et puis là, oui, tout voilà, d'un coup, les rencontres, les bonnes rencontres, les opportunités que j'arrive à saisir. Pendant... Voilà, et là, je me rends compte que je rentre chez Moreau Gaudry, à l'époque, une étoile Michelin. Et tout de suite, Monsieur Moreau-Gaudry me dit, Jean-Charles, vous avez un beau CV, etc. J'ai une place de chef de parti qui sera directement pour vous, etc. Et moi, j'ai refusé, je refusais pendant les entretiens d'embauche ces places à responsabilité parce que je connaissais mon niveau et je n'avais jamais travaillé dans ce monde d'étoilés. Et je m'en étais fait une petite idée, et d'ailleurs j'en ai parlé, un peu ce monde un peu violent, où on doit s'imposer, pas se faire écraser. Mais moi, pendant 2 ans, j'ai vécu dans un monde feutré, où tout le monde prenait soin de tout le monde. Voilà, donc moi je ne connaissais pas ce monde-là. Donc ça m'effrayait. Je suis arrivé déjà reculant dans la cuisine, je pouvais pas refuser le poste parce que bon, au bout d'un moment, il me disait si, tu verras, ça va bien se passer. Et finalement, ça s'est mal passé puisque de toute façon, j'ai pas du tout été encadré. On m'a laissé totalement sur le chantier. Et donc j'ai paniqué. Donc là, qu'on comprenne, t'es arrivé en cuisine, t'étais responsable. On m'a mis tout de suite chef pâtissier. Dans un restaurant, une étoile Michelin, qui à l'époque faisait 120 couverts par service. D'accord. Et t'avais une équipe avec toi? On était 2 en pâtisserie, et comme ça se passe souvent dans les brigades, la personne qui était là, qui avait déjà quelques mois de maison, moi je venais d'arriver, je devais le diriger, donc bon, oui, voilà, déjà les 2 premières semaines, je me faisais plus diriger par le commis que moi je ne le dirigeais, et puis ensuite j'ai vu que ça ne pouvait pas aller, et puis lui est parti, du jour au lendemain je me suis retrouvé tout seul, bon là c'était fini, là je me suis effondré. Quand tu dis tu t'es effondré, quelles étaient tes difficultés? Est-ce que c'était le rythme? Je n'avais pas les bons gestes. D'accord. Je n'avais pas du tout le rythme. Je ne savais pas comment organiser ma mise en place. J'étais hyper brouillon. Je paniquais. Tu n'avais pas de méthode, en fait. J'avais aucune méthode de travail. J'étais perdu. Complètement perdu. Et autour de moi, il y a... pas de management. Non. C'était à l'époque, c'était œil pour œil, dent pour dent. Limite, les gens autour de toi, ils étaient presque contents si tu. Il y avait 2 ou 3 personnes qui voyaient que je n'étais pas bien. Qui t'ont tendu la main quand même. Mais il y a personne qui est venu m'aider concrètement. Non, pas du tout. Donc je me suis effondré. J'ai été voir Monsieur Moreau-Gaudry. Je lui ai dit, écoutez, moi demain matin, je suis plus là parce que en fait, venir chez vous, moi je pleure devant la porte et quand je me change, je me demande ce que je viens faire ici. Je travaille avec une boule au ventre. Ça va pas, je n'avance pas. De toute façon, vous l'avez remarqué, puisque l'après-midi, le chef de cuisine prenait le relais. Donc moi, je restais quand même avec lui pour essayer. Je m'accrochais quand même plus ou moins, mais j'étais pas concentré sur ça. J'étais envahi par l'émotion, par le fait que je m'étais rendu compte que en fait, j'étais peut-être pas fait pour ça. Alors là, effondrement total. T'avais perdu ta confiance en toi, en fait. Totalement. Le problème qu'il y avait, c'était dans la tête. Dans la tête. Ça va pas aller. Voilà. Et puis, je n'avais pas les bons gestes, je n'avais pas les bons réflexes. J'étais loin d'avoir ce rythme de fou de mise en place. Tu n'avais pas encore les clés pour te dire, ok, c'est de l'émotion, je la mets de côté de façon pragmatique, j'analyse la situation, qu'est-ce que je peux faire pour... T'avais pas cette capacité encore jeune de mettre le côté émotion... Et pas une personne au-dessus de moi qui va me dire, écoute, Jean-Charles, on va recommencer à la base et petit à petit, pour te faire évoluer, tu gagner vas confiance. Évoluer tout doucement. Et ça, je ne l'ai pas eu. Donc, effondrement total. Donc, des restaurants étoilés, je rentre à la maison, chez moi. Alors, attends, parce qu'on avait quand même une petite copine qui était venue avec toi. Elle est passée où? Alors là, elle va elle va me soutenir énormément. Elle va continuer ses cours de français à la Sorbonne. Et moi, en rentrant à la maison, ma mère me dit, écoute, Jean-Charles, non, la vie, c'est pas ça. Hein. Tu vas te relever. Tu vas répondre soit aux petites annonces, soit tu prends un bouquin, un guide ou quoi que ce soit. Et dans 2 semaines,
tu remets le pied à l'étrier et tu y retournes. Mais là, je vois aussi un petit peu le niveau d'un étoilé. Je me dis, wow, je suis pas sûr que je. Elle est super ta maman. Parce qu'en fait, c'est super qu'elle t'ait dit ça. Oui, elle a été assez. Elle t'a pas conforté en disant. Ah non, j'avais des parents qui voulaient absolument que je réussisse. Et de toute façon, la réussite à cette époque-là, ça passait par un métier et le travail. Donc voilà. Le reste n'existait pas. Donc, non, mais je pense qu'en tant que maman, elle devait quand même avoir. Tu vois, de l'empathie pour ce que tu vivais, mais elle a fait ce qu'il fallait, elle t'a dit ce qu'il fallait à ce moment-là. Oui, je pense qu'elle a eu les bons mots, elle a eu une méthode qui m'a tout de suite remis sur pied. Et puis, du coup, j'ai pris un Goemio. Tac, 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 tac. J'ai regardé les restaurants qui étaient cotés entre 12 et 14. Je me dis, je vais pas au-dessus. Je m'étais mis un barème. Et pourquoi Pourquoi Parce que ça m'effrayait. Pour te redonner confiance, tu t'es dit, je vais là. Voilà, je vais recommencer dans des... En dessous quand même. Non. Je me suis dit, je veux faire mon métier et transformer des produits de saison, naturels, etc. Mais je ne veux plus avoir cette pression d'un gastro, d'une étoile Michelin, etc., etc. Je veux rentrer dans une brigade beaucoup plus accessible, enfin, qui me paraissait beaucoup plus accessible. Donc finalement, je rentre toujours dans le 15e chez Didier Delu. Et là, lui, il a, je crois, à l'époque, 13 ou 14 sur 20, etc. Et finalement, là, je vais me refaire. Petit à petit, je vais retrouver un petit peu la confiance. Je vais comprendre comment on fait une mise en place pour être prêt à chaque service. Et là, je vais me sentir bien. Donc, pendant 8 mois, je me sens bien. Et là, le retour de ma petite copine néerlandaise, donc qui me dit, écoute Jean-Charles, c'était bien beau l'année qu'on a passée ici à Paris, etc. Mais moi, je dois continuer quand même mes études à Maastricht. Donc, moi, je vais rentrer en école supérieure de business international, je crois. Et je lui dis, écoute, pas de problème. Pas de souci, moi je te suis, on y va, je t'emboîte le pas. Et je me dis, bon, déjà que je me débrouille pas très très bien en anglais, la Hollande, pour moi, ça va être du chinois. Donc, naïvement, je me dis, Maastricht, en fait, c'est à la frontière belge. Donc, je vais aller exercer mon métier en Belgique. Puis je me dis, tiens, les Belges, ils ont quand même cette réputation d'être fort sympathiques, beaucoup plus ouverts que nos brigades françaises, gastronomie, blablabla. Et donc, je me dis, si je remettais un pied dans les gastros. Donc, j'arrive au Skoltosov. Donc, 2 étoiles Michelin, 18,5 au Roger Goemio. Souverains, c'est ça? Chez Roger Souverains, oui. Relais château, hôtel de luxe, héliport au milieu des jardins. Là, je connais, c'est bon, ça j'ai déjà vu. Je connais. Je me dis, bon, allez, des brigades de 25. En plus, lorsque j'ai un entretien, alors l'entretien avec Roger Souverains, c'était fantastique. Il m'avait fait venir de Paris, j'avais pris le train à Paris pour arrivé à la gare de Bruxelles. À Bruxelles, il y avait son jardinier qui est venu m'attendre, qui a fait les quelques 60 km pour descendre du côté d'Asselt. Et donc là, je me suis retrouvé en face de lui. J'ai déjeuné avec une de ses meilleures clientes à l'époque et tout. Donc j'étais dans des bonnes conditions. Donc, ça a été bien accueilli. Oui, tout à fait. Et puis lui m'a tout simplement dit, voilà, moi j'ai besoin de renforcer mes équipes. Tu seras le numéro 2 ou le numéro 3 à l'époque en pâtisserie et tout ça. Ça m'allait très très bien. Ça, je me dis, voilà, encore du temps pour moi, pour continuer à apprendre. Donc j'arrive au Skoltosov et là, pendant l'année, je vais rencontrer des personnes qui ont maintenant des étoilés en Belgique. Donc voilà. Des noms. Frédéric Salpêtier qui a l'héliport à Liège, qui a une étoile Michelin, qui va devenir un partenaire très important pour la suite de ma carrière. Je vais faire des belles rencontres, mais malheureusement, je vais perdre ma copine. Mon amour de jeunesse. Donc après 5 ans d'amour intense, donc du coup la séparation. Je me retrouve avec Frédéric Salpêtier au Skoltosov. On va faire 1 an et demi tous les deux. Et là, on a l'opportunité d'aller travailler au De Barrière, qui est une étoile Michelin, qui se trouve à Hautalen, à une quinzaine de kilomètres du Skoltosov, et va m'offrir mon premier poste de chef pâtissier. D'accord. Dans un restaurant étoilé. J'ai beaucoup plus confiance en moi, le challenge m'intéresse, tous les deux, en binôme, on part, lui il va devenir seconde cuisine, moi chef pâtissier, et on va exercer notre métier pendant 7 ans. Fait, au De Barrière, auprès de Rick van der Zand. Et durant ces 7 ans-là, je vais rencontrer ma compagne de maintenant. Parce que, en fait, moi, ce qui va me faire voyager, c'est les femmes. Au bout d'un moment, vous allez comprendre que moi, c'est un peu les femmes qui vont me faire voyager. Je vais rencontrer Christelle.
Et en fait, cette rencontre-là est complètement liée à mon métier. C'est-à-dire qu'à l'époque, Christelle était comptable chez Eurodessert, une petite industrie qui est grande maintenant, qui a développé tout ce qui est dessert individuel que l'on trouve dans les supermarchés, entre autres les Deleuze et compagnie. Tout ce qui est à base de mousse au chocolat, pour Milka, pour Côte d'Or, les tiramisu, sous différentes marques, etc. Ils ont élaboré un système pour faire une fabrique à la chaîne. Son patron était un des clients du De Barrir. Et puis un jour, il pose la question à Rick Vanderzand. Il dit écoute, la mousse au chocolat chez toi, elle est quand même bonne. Tu pourrais pas me présenter un petit peu la personne qui fait ça? Alors Rick il dit oui, il n'y a pas de souci, je vais vous appeler Jean-Charles et tout. Donc voilà, donc j'arrive en salle devant ce monsieur, c'est monsieur Armand, riche en couleurs, monsieur Armand, très très riche en couleurs. Donc j'arrive devant ce monsieur-là, et là d'un seul coup Armand il me regarde et me dit t'es célibataire? Alors moi, tout surpris, je me dis, mais je m'attendais pas à cette question-là. Enfin, je dis, oui, non, enfin, j'ai dit, voilà, mais je suis très bien dans ma peau. J'ai dit, j'ai pas de souci et tout. Il me dit, bon, écoute, ta mousse au chocolat, très bonne. Par contre, j'ai une petite secrétaire. À mon avis, ça pourrait coller avec toi. Il a été visionnaire. Moi, j'étais un petit peu stupéfait. Et puis, par respect envers mon patron, je savais que c'était un très, très gros client. Et j'ai dit, écoutez, oui, enfin, je sais pas, mais j'ai dit, mais je suis un petit peu gêné, quoi. Je sais pas trop quoi vous dire, moi. Mais il me dit, voilà, bon, écoute, ce que je vais faire, c'est que lundi prochain, je sais que t'es libre, je me suis renseigné, tu vas venir visiter mon entreprise. Bon, je dis, écoute, oui, très bien, ok. Donc, à partir de 10h et tout ça, tu viens. Ok, très bien. Bon, finalement, le lundi d'après, je n'y vais pas parce que je me suis dit, mais c'est bizarre, quoi ce ce truc traquenard et tout. Il tient une agence matrimoniale. Qu'est-ce qu'il fait, cet homme-là? Je me dis, oh là, non, donc je n'y vais pas. Les mois se passent, il revient manger de Barrir. Et là, d'un seul coup, Rick, il rentre en cuisine, il me dit, Jean-Charles, qu'est-ce que t'as foutu et tout ça? Il y a Armand, il fume des cheveux, ça va pas et tout, il veut absolument te voir. Là, j'arrive, je vais donc à sa rencontre, et il me dit, parce que bon, il me tutoyait, il dit, Jean-Charles, je t'invite dans mon entreprise et tout ça, et tu veux pas venir? Je dis, écoutez, monsieur, c'était un petit peu gênant, je comprenais pas trop votre démarche et tout, donc j'ai préféré en fait ne pas venir. Alors il me dit, bon, écoute, là par contre, lundi prochain, là, j'ai mon ingénieur en agroalimentaire qui travaille au laboratoire lundi. J'aimerais bien quand même que tu viennes jeter un coup d'œil. Ça peut être aussi intéressant pour ta carrière, etc., etc. Il me dit, là, c'est strictement professionnel. Bon, ok. Donc là, tu y vas. Là, j'y vais. Je me rends chez Eurodessert et je fais le tour de l'entreprise et tout ça. Arrivé midi, je vois Armand à travers les vitres. Tac, 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 tac. Il bouscule les portes. Il me tombe dessus. Il me dit, tiens, viens voir un peu. Monte un peu au bureau. Tiens, je veux que je te parle et tout. J'arrive, paf, devant Christelle. Mais comme ça, j'arrive devant Christelle, il me met face à face. Elle ne parlait pas français non plus à l'époque. Il nous met face à face. Il arrive, il ouvre son portefeuille et il nous met 3000 francs belges de l'époque sur la table. Et il nous dit, bon, les enfants, c'est moi qui rince, allez manger. Tous les deux. C'est très étrange. J'ai encore pas dit bonjour à Christelle. Je connais pas son prénom. Bon, je dis, Christelle, j'ai dit, moi, c'est le temps de midi, c'est mon jour de congé, j'ai faim. J'ai dit, mais te sens pas du tout obligé, parce que c'est ton patron qui nous offre le repas. Si avec les années, un patron qui ferait ça aujourd'hui, il y aurait un souci. Ah oui, non, mais c'était quelqu'un d'extraordinaire. Mais c'est quelqu'un d'extraordinaire. Ouais. C'était quelqu'un qui s'est toujours engagé sur tout ce qu'il fait. Armand, c'est la personne qui a inventé la bombe à chantilly qu'on voit partout maintenant dans les... Ouais. Donc voilà, c'est De Bic, c'est la crème de Bic en Belgique. C'est un fonceur, c'est un entrepreneur, il touche à tout, il réussit dans beaucoup de choses, etc. Donc pour lui, il fallait que ça aille vite. Et là, effectivement, je me suis retrouvé en face de Christelle. Christelle, pas plus gênée que ça d'ailleurs. Et elle me dit, je crois qu'en anglais, on a dû converser au tout début en anglais. Elle me dit, oui, écoute, allez, allons manger. Et on s'est retrouvés dans un petit snack à côté de l'entreprise. On a fait connaissance. On s'est revus après les week-ends, finalement ça a marché, ça va faire 35 ans, je vois qu'on est ensemble. Voilà. Incroyable. Voilà. Donc il avait raison. Il avait raison, oui. Mais rassure-moi quand même, c'est la seule fois où il a fait ça à Christelle.
Ah bah je suppose, puisque ça fait 35 ans. Tu lui as pas demandé non, là c'était avant. Oui, parce qu'elle venait à peine d'être engagée. Donc non. Vous l'avez revu, qu'est-ce que vous en avez reparlé avec lui après? Alors lui nous a suivis, il a continué parce que après moi je suis parti rapidement au Luxembourg. Donc Christelle est restée à travailler parce que je voulais pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et donc lorsque je suis arrivé au Luxembourg, j'avais demandé à Christelle de me laisser une année, voir un petit peu comment ça se passait, avant de prendre une décision et venir me rejoindre. Et lui nous a suivis pendant une paire d'années. Il venait manger à l'époque au Wengué, puisque on va en reparler. Armand, c'était quelqu'un de spontané. On sentait chez lui ce côté humain. Il voulait rassembler les gens. Je sais pas trop l'expliquer, mais adorable en tout cas. Ouais. Alors je reviens juste sur les chefs avec lesquels tu as travaillé. Donc tu en as cité, donc Roger Souverains par exemple. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris ces chefs-là? Est-ce que tu as gardé quelque chose d'eux? Alors, moi, je suis assez particulier puisque lorsque j'étais engagé, j'ai tout de suite imposé mon style, même si j'ai eu des difficultés comme ça à adopter le métier de cuisinier. J'ai tout de suite eu un style et eux m'ont apporté les supports, je veux dire, de travailler dans des belles assiettes, de travailler dans des beaux endroits, de me donner le matériel nécessaire pour réaliser ce que j'avais en tête, etc. Après, maintenant, au Deux Barrières, alors il y a eu Roger Souverains, c'était des grandes brigades, donc on était un petit peu fondus là-dedans. Mais le Deux Barrières m'a apporté aussi la chance et de pouvoir retourner en cuisine. Donc j'étais chef pâtissier, mais en même temps, monsieur Rick van der Zand avait une spécialisation, c'était de faire des services extérieurs. Donc j'étais amené, étant donné que moi je pouvais avoir cette polyvalence de faire les deux, amené à faire beaucoup de services extérieurs. À l'époque, j'allais dans des maisons de fous. Parce que service extérieur, c'est-à-dire chef à domicile Chef à domicile, okay. Oui. J'ai fait chez les Van Hall, donc les bus. Donc j'étais chez les papas, les mamans de Van Hall. J'ai des souvenirs extraordinaires. Et à l'époque, on travaillait aussi en binôme avec Edwig, qui lui était en salle, qui est devenu le parrain de mon fils. Et donc, en fait, je faisais le 24 au soir chez des familles grandioses comme ça, flamandes. Aussi, du côté de Bruxelles, celui qui a le grand laboratoire Hansen, je crois, de médicaments. J'allais chez eux et étant donné que moi j'adore, je suis fasciné par ces belles maisons, par ces décors. Je travaillais avec des Picasso autour de moi. Il y en avait qui allaient des musées souterrains carrément en dessous de chez eux, etc. C'était fantastique, c'était merveilleux. La famille Fort aussi qui n'existe plus maintenant, FAURE, les fameux réfrigérateurs de l'époque, etc. Donc j'ai travaillé je rentrais dans leur privé et c'était, moi j'adorais ça. J'étais fasciné déjà par ce faste et par ce luxe. Je travaillais dans des beaux endroits. J'ai dressé dans des assiettes signées Salvatore Dali. Voilà, des choses comme ça. Il ne faut pas les casser. Non, mais on était très très bien entourés. En général, ces gens-là avaient toujours des gens de maison. Oui, donc tu pouvais vraiment exercer ton métier. Voilà, moi j'exerçais mon métier et il y avait tout ce faste de la gastronomie, des beaux dressages, des belles nappes, des beaux verres, de la belle verrerie. Non, c'était en fait, ton travail était valorisé parce que c'est vrai que la cuisine c'est important, ce qu'il y a dans l'assiette évidemment, mais aussi comment on le présente, parce qu'on mange aussi avec les yeux. Oui, non, bien sûr. Donc, tu avais toutes les bonnes conditions pour exercer ton métier. Et donc, du coup, ça m'a remis au goût du salé. Et après, je vais arriver au Luxembourg en 2000. Et c'est le Wengué directement? Et là, en fait, rencontre avec Frédéric Salpêtrier, avec qui on pratiquait le squash. C'est toujours le sport et la cuisine. Oui, toujours. Il y a toujours ce mélange des deux. Et donc, en fait, on pratiquait le squash au Squash 22, je crois, à Liège. Je ne sais pas si ça existe encore. Et donc là, on a rencontré Pascal Brasseur, qui lui aussi pratiquait le squash. Et lui avait parlé à Frédéric comme quoi il était intéressé de l'engager en tant que chef de cuisine pour ses nouveaux projets, entre autres le Wengué. Puisqu'à l'époque, Pascal Brasseur avait l'autre traiteur. Il avait la fourchette à droite. C'est vrai, on a oublié. Donc avec Stéphanie Joquet, tout ça. Et donc, il a ce projet d'ouvrir le Wengué avec ce fameux architecte Valentini de Liège et donc il va faire de cet espace 15 rue de Louvigny quelque chose de luxueux qui n'existait pas encore au Luxembourg. Donc, et pour ceux qui ont eu la chance d'y manger, c'était top. Il y avait les thés mariage frères, on avait ces premiers fromages affinés à disposition, des belles pâtisseries et moi qui exerçais mon métier encore dans des très très bonnes conditions parce que Pascal Brasseur m'a toujours mis dans de bonnes conditions. J'avais de la belle vaisselle,
matériel. J'avais tout le matériel nécessaire en cuisine, même si la cuisine faisait 3 mètres carrés. Elle était au premier étage. Elle était au premier étage, à côté de la micro-terrasse qui était suspendue entre les immeubles. Donc, et là, tu es resté 9 ans? Et là, ma directrice, c'est Stéphanie Joquet, avec qui je vais travailler pratiquement pendant 8 ans. Eux t'ont fait confiance, en fait. Ils t'ont donné les clés. Oui, alors tout à fait. Alors, à chaque fois que j'ai été engagé quelque part, j'ai imposé mon style. Personne me disait, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. J'ai imposé mon style, que ça soit en pâtisserie, que ça soit en cuisine. Et Pascal avait tout de suite trouvé en moi la personne qui pouvait faire une cuisine de qualité et de saison avec une micro-carte. Et ça me correspondait tout à fait. Pendant ces 9 ans-là, j'ai rencontré Philippe, qui est aujourd'hui mon associé. Et puis après, Pascal Brasseur a eu d'autres ambitions beaucoup plus grandes. Et là, moi, ça m'a fait peur dans le sens que je ne suis pas un cuisinier de masse. Moi, la masse me fait peur. Donc, Philippe et moi, à cette époque-là, après ces 9 ans de bons et loyaux services au Wenge, avons décidé d'ouvrir le Bistronome. Tu as des chefs qui t'inspirent, que tu suis Oui, alors j'aime bien la façon de travailler d'Alain Passard et de voir aussi un petit peu comment, en fait, il arrive à imposer à un haut niveau une cuisine qui, pour moi, en tant que professionnel, est encore accessible, c'est-à-dire que ça ressemble pas à un laboratoire, ça respire encore, je vais dire, le légume avec des méthodes de cuisson. Alors, je fais une parenthèse pour ceux qui n'ont pas eu la chance encore d'aller. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est une expérience extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance d'y aller 2 fois. Je trouve que c'est incroyable. T'as jamais mangé du légume comme ça, quoi. Oui, vraiment, voilà, donc des méthodes traditionnelles en respectant le produit, les saisons et les cuissons, donc et les assaisonnements. Il n'y a pas de choses superficielles et farfelues. Donc voilà. Après, moi, j'ai quelqu'un dont je suis admiratif, c'est Gagnère. Gagnère, pour moi, c'est un personnage. T'es ému. Oui. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es ému? Parce que c'est une personne simple, accessible, et qui a fait de notre métier, qui l'a rendu plus souple, moins agressif. Et, tu le connais? Je l'ai rencontré une seule fois. Parce que je suis allé manger chez lui à l'époque, lorsqu'il s'est installé, lorsqu'il sortait de Saint-Étienne, où il avait du mal à joindre les deux bouts, parce qu'il faisait quand même une cuisine atypique. Même quand il avait décroché ses 3 étoiles à Saint-Étienne, par nécessité économique, il s'est retrouvé du côté des Champs-Élysées, dans l'hôtel particulier, dans lequel il a toujours 3 étoiles Michelin. Et là, j'ai eu la chance, avec Christelle, d'aller manger sa cuisine, et puis de parler une dizaine de minutes avec lui. Et ça t'a marqué? Ces 10 minutes t'ont marqué? C'est une personne, on sent une certaine souffrance qu'il a traduite par une sorte de générosité humaine et d'avoir réussi à assouplir tout ça et à le rendre presque, je vais dire... Je n'ai pas les mots, mais moi j'ai été conquis. Moi, tu les as les mots, Jean-Charles. Je trouve que t'en parles très bien. Il m'en manque un peu. Et puis c'est un doyen, quoi. C'est quelqu'un qui est encore là, qui est encore présent et qui a une très très belle parole pour le métier que j'exerce. Il sait très bien en parler avec des mots simples que tout le monde comprend. Justement, toi personnellement, qu'est-ce qui fait que t'aimes encore ton métier? Pourquoi tu te lèves le matin? Qu'est-ce qui fait que t'as encore Ce qui me fait fonctionner tous les matins, c'est le fait que je me rends compte que je fais quelque chose qui fait plaisir aux gens. Alors, c'est pas anodin. Pas beaucoup de métiers qui ont ce pouvoir. Ça, c'est très important pour moi. Et ce qui est aussi également important, alors c'est pas non seulement exister par rapport à mon métier parce que je fais plaisir aux gens, mais c'est aussi parce qu'en fait, je transmets. J'ai pas une grande brigade, on est 3 en cuisine et j'ai beaucoup de jeunes autour de moi et depuis 4 ans maintenant, j'ai des bons jeunes qui sont intéressés, qui sont pas arrivés en cuisine chez moi en reculant. On sent une certaine motivation et ils sont intéressés et curieux et la transmission, c'est important.
Et quand je vois que ça marche, ça me donne encore plus l'envie de me lever le matin et de me dire ce que je fais, c'est pas anodin, quoi. Ça va leur permettre de pouvoir exister aussi et dans tu te le nourris métier. aussi, parce que tu as traversé toi aussi Alors, l'accompagnement. Tu n'as pas toujours eu au tout début de ta carrière, comme tu l'expliquais. Alors oui, alors ça, je pense que ça a été quand même un traumatisme quelque part. C'est pour ça que moi, je les encadre à fond les ballons. Je suis là, je suis présent, c'est moi qui leur fais à manger le midi. Ah oui, c'est moi qui leur fais à manger le midi. Moi, je ne mange pas, mais eux mangent. Et donc, ça, toi, tu manges pas. Je picore tout le long de la journée, donc je goûte énormément. Oui, moi, je ne m'assois pas. Mais c'est un rythme de vie. Mes journées sont simples. J'arrive à 7h30 du matin. C'est moi qui réceptionne toutes les marchandises. Je les distribue selon les parties. Le garde-manger, c'est pour les amuse-bouches et toutes les entrées froides et chaudes pour leur mise en place. Et j'ai un entremétier qui s'occupe uniquement de la garniture des légumes, donc pour tout ce qui est plat chaud. Et j'ai un pâtissier que je suis en train de former, là, ça va faire la 2e année maintenant, que je le forme et qui est aussi très imprégné et il apprend très très vite. Lorsqu'ils arrivent le matin, ils ont leurs ingrédients devant leur poste de travail et donc ils vont les transformer jusqu'à 11h30. 11h30, ils passent à table. Et à midi, ils reviennent et là, on lance les services jusqu'à peu près 14h30. Après 14h30, moi, je monte au bureau, je fais mes fiches techniques parce que je travaille beaucoup sous fiches techniques. C'est quoi, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui va être envoyé dans une assiette, elle aura été dessinée à la main avant. Tous les ingrédients qu'on va mettre dedans vont être inscrits. La recette des ingrédients va être mise sur papier et la méthode de travail, etc., etc. Donc, et tout ça à la main. Quand tu dis à la main, c'est écrit manuscrit. À la main. Tout est manuscrit. T'as une belle écriture, du coup. Ouais, ça va, je me défends pas trop mal. Ça, c'est mon côté pâtissier, ça. Et justement, ton métier de pâtissier, enfin ta formation de pâtissier, est-ce que ça influence ta façon de cuisiner Oui, je pense que dans les années 90, Robuchon disait toujours un pâtissier qui va venir faire de la cuisine va être beaucoup plus précis qu'un cuisinier qui a toujours été cuisinier. Donc c'est vrai que j'ai peut-être cette précision. Tu construis une partie de la réputation de votre cuisine sur l'utilisation complète de tous les produits avec les bonnes sauces, les bouillons, les fonds. Oui. Tu peux m'expliquer ton approche exactement ? C'est-à-dire que éviter évidemment le gaspillage, surtout à l'heure actuelle où ça devient très très cher, le produit brut et naturel est très très cher. Et donc tout est transformé, rien n'est jeté. Par exemple, moi qui travaille énormément l'artichaut, évidemment vous pouvez imaginer le nombre de pluches que ça fait un artichaut. On va faire des bouillons de barigoule. Voilà, on va prendre toutes les pluches, etc. Et ces bouillons-là vont nous servir soit en amuse-bouche, soit pour glacer les artichauts à l'envoi, etc., etc., etc. Donc en fait, on aura toujours une transformation des pluches. Et mes bouillons de légumes, c'est des pluches de carottes, les plures d'oignons. Donc tout est utilisé, tout est transformé. Et puis après, il faut aussi que je nourrisse mon personnel. Donc je fais un point d'honneur de nourrir mon personnel qu'avec des produits de saison et naturels. Donc rien n'est jeté. Et puis c'est une façon aussi d'avoir toujours dans les assiettes soit des bouillons, soit des sauces émulsionnées, soit des coulis ou des gels ou des gelés. Oui, et de donner du goût aussi. Ah oui, ça fait partie un petit peu des exhausteurs de goût qu'on peut trouver dans une assiette. C'est ce qui va faire la différence entre un restaurant traditionnel qui transforme les produits frais qu'un restaurant de franchise où vous n'allez pas avoir un peu tous ces condiments, toutes ces petits peps que vous allez retrouver comme ça dans les assiettes de restaurants qui vont transformer, je veux dire, et du fait maison. C'est pas des choses qu'on a en poudre et qu'on dilue. Non, pas du tout. J'ai un peu cette expression. Moi, je fais partie de la catégorie des restaurants, je vais dire, couteau et non ciseaux. Ciseaux, alors explique. Ciseaux, pour moi, c'est en fait les cuisiniers qui arrivent déjà à 11h pour ouvrir le midi, à moins qu'ils travaillent la nuit, mais je vais dire, voilà, je n'ai toujours pas compris le concept, puisque en fait, toutes les ménagères vont se retrouver dans ce que je vais dire là maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous vous donnez la peine de faire à manger avec des produits de saison, ça prend du temps. Sans compter les courses, donc même rien qu'à la transformation chez vous. Donc va comprendre un peu le mode de fonctionnement d'un restaurant où vous avez les cuisiniers qui arrivent à 11h et qui ouvrent à midi, et qui vont finir à 14h et qui vont revenir à 19h pour ouvrir à 19h. En fait, c'est des produits finis, c'est des produits semi-finis, et eux n'ont pas besoin de couper puisque tout est déjà découpé, donc en fait ils ont besoin d'une paire de ciseaux pour ouvrir les paquets.
Voilà, donc l'approche du métier est complètement différente. Alors évidemment, ça donne énormément de temps libre à tous ces gens de cuisine qui ont choisi de partir dans cette catégorie, quoi. Et pour revenir chez toi, j'ai envie de savoir ce que tu cuisines quand tu es à la maison. Qu'est-ce que tu manges chez toi? Tu nous as dit que tu ne mangeais pas la journée, mais tu cuisines pour ta famille. Christelle ne cuisine plus du tout. C'est vraiment pas compliqué. Je prends un peu, puisque je change mes menus toutes les semaines, il me reste toujours quelque chose au moins pour 2 personnes. D'accord. Donc en fait, je prends mes produits que moi j'ai travaillé pendant la semaine, que j'apporte à la maison, et donc on se fait à manger, Christelle et moi. Enfin, je fais à manger pour Christelle. Est-ce que tu fais le dressage comme au restaurant? Alors ça, c'est quand j'invite même sans faire exprès, comme ça, allez hop. Non, ça c'est quand j'invite à la maison. C'est vrai que chez nous, lorsqu'on se met à table, on s'assoit et je laisse plutôt les plats cuisinés dans les plats. Et là, on se sert, c'est plus convivial. C'est vrai que c'est sympa. On revient sur l'aventure entrepreneuriale du Bistronome. Donc, c'est en 2010 que tu as ouvert le Bistronome avec Philippe L'Hôpital. Comment vous êtes rencontrés et de là, comment est née l'idée de vous associer? C'est quand même une grande décision. Ça fait quand même maintenant 16 ans que ça fonctionne. Donc, c'est pas quelque chose qui est... Voilà. Oui, donc tout à fait. Comment ça a démarré? Écoute, Céline, c'est en fait très simple. C'est aussi un peu la conjoncture de la vie qui va faire que Philippe et moi, après avoir travaillé 8 ans au Wenge, on va se regarder et puis on va se dire tiens, les nouveaux projets de notre patron actuel nous conviennent pas. C'est pas ce que nous on veut faire. Donc nous avions 40 ans. Mm-hmm. Donc voilà, donc le temps que ça se prépare. C'est courageux et osé de se lancer à 40 voilà, ans. donc moi je ne me sentais pas du tout le faire tout seul puisque ma compagne Christelle n'est pas du tout du métier et je ne voulais certainement pas qu'elle vienne travailler avec moi. Et Philippe a toujours ses connaissances pointues sur le vin. Il a été quand même le maître d'hôtel de 8 années au Wenge. Il sortait de chez Rollinger à Cancale. Ah, je savais pas. Des 3 macarons dans le Pays Basque espagnol aussi. Donc il avait de l'expérience. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Et donc voilà, j'avais pleine confiance, pas de souci pour ouvrir quelque chose. Donc voilà, on s'était mis d'accord, on a monté notre business plan, on a rencontré des bonnes personnes, mais il fallait trouver l'endroit. Donc monsieur Tintinger, pour qui Philippe a travaillé 2 ans, nous prend sous son aile, parce que lui avait quitté le Clairefontaine, avait laissé les clés à Magnier, et donc il était dans une période où, je ne sais pas comment, lui aussi voulait peut-être encore exister un petit peu. Il nous prend sous son aile, et tous les 3, on part à chercher un endroit autour du Luxembourg, ou voir au Luxembourg, etc., des endroits à peu près, enfin, qui pouvaient nous convenir. Et là, M. Tittinger va nous présenter M. Georges Arendt, qui va être la voûte de la réussite du Bistronome, qui va tout de suite d'un regard croire en nous. Et il a à disposition le Rigvir, il s'appelait le Rigvir avant, sur la route d'Arlon, à Strassen. Et donc, en fait, il va tout de suite croire en nous. Et mais pourquoi? Il était déjà client, j'imagine, il avait déjà mangé ta cuisine. Alors pas du tout, pas du tout. Alors ça c'est juste une question, évidemment, lorsqu'on était quand même encadré par Tony Tittinger, donc qui se connaissait, etc. Je peux imaginer que monsieur Georges Arendt, si Tony Tittinger poussait sa porte à la Provençale, ce n'était pas non plus, il n'allait pas apporter 2 pièces de médiocre qualité. Et il s'est dit, ah bah oui, alors allons-y. Bon, évidemment, nous on avait des conditions. Le Rigvir, qui avait eu pas mal de propriétaires changeants. En 5 ans, je crois qu'il y en a eu 3 qui se sont exercés, qui se sont cassés les dents sur la route d'Arlon, etc. et tout. La maison en elle-même était dans un sale état. Elle avait besoin d'être rénovée. Et donc, monsieur Georges Arendt va nous accompagner. Je crois que ça a été un record. En 8 mois de temps, on a transformé le Rigvir en Bistronome. Vous le voyez sur la route d'Arlon, toiture refaite, façade rénovée, repeinte, des marquises un peu partout. Et Georges Arendt va nous accompagner financièrement pour transformer cette maison. Vous avez ouvert, c'était 2010, c'est ça? 2010, le 14 juillet 2010.
Voilà. Enfin, tu vois, ça, tu ne peux pas l'oublier. Voilà, Avec Philippe, ton associé, vous travaillez ensemble donc, depuis plus de 16 ans. Est-ce que c'est facile de travailler comme ça? Comment vous gérez? C'est comme un couple. C'est un duo cuisine-salle. Oui, c'est comme un couple. Ce qui est bien dans notre association, c'est qu'en fait, ni l'un ni l'autre va déborder sur sa partie. Ouais. C'est-à-dire que la cuisine reste ma propre responsabilité et il n'empiète pas du tout dessus, ni sur mes choix de recrutement, ni sur ma façon de cuisiner, etc., etc., etc. Et lui, je fais exactement la même chose pour sa partie à lui. Et Philippe, lui, s'occupe de tout ce qui est administratif, qui me donne un temps, je vais dire, incroyable pour exercer mon métier, faire des tests l'après-midi. Oui, parce que ça demande aussi beaucoup de recherche. D'ailleurs, le concept, c'est la bistronomie. Hein, oui, voilà. D'où le nom. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est une contraction entre la gastronomie et le monde du bistrot. Donc voilà, qui est né à Paris. Et c'est Candebord qui a créé la bistronomie, puisque lui, Candebord, était aussi issu de restaurants de palace. Et lorsqu'il s'est installé, il s'est dit, mais pourquoi en fait on ne fait pas un mariage entre ces deux mondes qui paraissent différents, mais qui, quelque part, ont la même technique, mais les produits ne sont peut-être pas forcément les mêmes. Et dans les palaces, à l'époque, ils travaillaient le turbo, nous, on travaillait le cabillaud, mais après, rien ne change réellement. La sauce, les bases de sauce vont rester les mêmes, les garnitures vont rester les mêmes, peut-être un peu moins travaillées, et puis surtout, être accessible au plus grand nombre. Au niveau du prix, donc alléger les personnes en salle, alléger les équipements en cuisine, ne pas offrir des menus de 12 services, travailler des produits beaucoup moins nobles et beaucoup plus simplement, mais en restant des produits de saison et naturels. Et sur la partie, j'irais justement casquette chef d'entreprise, parce que bon, finalement t'es chef, mais t'es aussi chef d'une entreprise. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes moins faire avec cette casquette-là? Naturellement, et bon, ça, avant d'ouvrir le Bistronome, Philippe et moi, on s'était mis d'accord sur le fait que c'était lui qui allait s'occuper essentiellement de l'administration. Ça m'a complètement soulagé. Et il est vrai qu'à l'heure actuelle, si je devais ouvrir mon propre restaurant et me séparer de Philippe, j'aurais beaucoup de mal à aller sur l'administratif, même si c'est plus que nécessaire. Mais je crois que ça pourrait m'ennuyer très rapidement. Et est-ce que la partie horaire, bon, on l'a compris, c'est vrai que c'est un équilibre avec la personne qui partage ta vie, qui comprend ton métier, etc. La restauration, c'est réputé pour être épuisant. Toi, tu arrives à tenir un équilibre? Alors, c'est un métier de sacrifice. Si, au tout départ, on ne s'est pas mis ça dans la tête, ça sert à rien de continuer. On va se sacrifier. Alors, le sacrifice, c'est un mot comme ça qui paraît un petit peu aussi violent et qui peut faire peur. Mais c'est exactement ça. Nous, c'est comme un curé, c'est un sacerdoce. Nous, on a un métier, c'est un sacerdoce. Donc voilà. Comment moi, je me suis organisé par rapport à ça? Je n'ai jamais voulu délaisser ma famille et surtout mon fils. Tout de suite, quand on a ouvert avec Philippe, on a tout de suite fermé 2 jours consécutifs, le dimanche et le lundi. Là aussi, ça peut être un sacrifice économique pour l'entreprise, mais c'est nécessaire pour avoir une vie privée et qu'on puisse s'occuper aussi de notre famille. On avait déjà un petit peu établi ça. Ensuite, il faut que votre entourage vous ait compris. Christelle, lorsqu'on s'est mis en couple, tous les deux, Christelle a tout de suite ressenti en moi et a tout de suite vu en moi qu'il fallait pas, surtout pas, me sortir de mon métier. Et commencer à me dire, oui, mais tu te rends compte, le soir, t'es jamais là. En fait, il faut quelqu'un qui est suffisamment indépendant et suffisamment... et aussi, Christelle, tout de suite, elle m'a compris. Elle m'a dit, mais si je le retire de son métier, que je lui impose de faire quelque chose d'autre, ce sera plus le même. Ce sera plus Jean-Charles. Et moi, j'aime Jean-Charles. Donc, voilà. Comme ça, là, c'était déjà clair. Et ensuite, si on veut travailler dans de bonnes conditions, avoir toujours cette énergie, il faut s'imposer une vie, je vais dire,
une vie, je dirais presque de sportif de haut niveau. Donc en fait, avoir une hygiène de vie. C'est-à-dire que je me lève à 7h du matin, à 7h30 je suis sur place, je reviens à la maison, il est entre 22h30, 23h. Et je me suis peut-être assise dans une journée, peut-être 1 heure. Mais quelque part, je le sais, c'est mon rythme. Donc je suis bien dans ce rythme-là. Je n'ai pas à me plaindre, physiquement je n'ai pas de problème. Ce qui me permet aussi de ne pas prendre trop de poids, de pas. Donc je suis moi heureux dans mon rythme. Tu fais pas d'excès pendant ces jours-là. Je veux dire, tu es concentré sur ton travail. Non. Alors pas d'alcool entre le mardi et le samedi soir. Alors ça, c'est une règle. Dimanche et lundi, par contre. Ah, dimanche et lundi, voilà. Donc ça fait quand même partie de mon métier. Donc voilà, non. Avec Christelle, on partage, avec des amis, etc. On partage des beaux flacons. Non, bien sûr. Non, c'est pas une vie monacale non plus. Bien sûr, mais je veux dire, il faut être conscient que voilà, on rentre dans un rythme qui est imposé par le métier lui-même. C'est-à-dire tout à fait. Du matin au soir tard, entre les services, la préparation, etc. Et que c'est les 5 jours où tu travailles comme ça. Voilà. Donc il n'y a pas de place pour ça. Et il faut être là, quoi. Voilà, et il faut être là. Mais bon, voilà, lorsque en fait c'est un entraînement, hein, c'est presque normal, quoi, je dirais. Donc voilà, mon équipe ne fait pas ces horaires-là. Oui, mais justement, c'était ma question suivante. En fait, donc toi, tu recrutes, tu formes. On dit toujours des apprentis, hein. Ce sont des apprentis Non, là j'ai quand même des cuisiniers diplômés, oui, d'accord, quand même, autour de moi. Mais jeunes, donc c'est pas des 19, 22 ans, donc ils 23 sortent ans. de l'apprentissage en fait. Ils sont dans leur premier job. Oui, voilà, pratiquement, ouais. Est-ce que c'est compliqué cette phase-là? Parce que tu disais, là maintenant tu es content de l'équipe que tu as, mais j'imagine que comme tout entrepreneur, hein, c'est pas spécifique à ton métier, c'est pas forcément facile, mais là c'est une équipe resserrée où il faut que tout le monde soit là et soit présent et soit bon, si possible. Oui, non, tout à fait. Alors, c'est compliqué ça de recruter. Oui, alors c'est très compliqué de recruter. On vient d'en parler, comme c'est un métier difficile, il faut avoir des gens. Il faut que, en fait, dans le recrutement, les gens soient intéressés à ce qu'ils font. Et il faut les intéresser. Parce qu'ils sont jeunes, on vit dans une époque où ils sont énormément dispersés. La concentration, c'est pas leur fort, et ils sont surtout influencés par d'autres choses, et ils ont une facilité d'aller sur les écrans, d'être, absorbés par tout ça. Et notre rôle, en tant que chef de cuisine, c'est de les intéresser et de toujours les occuper. Dans la partie cuisine ou préparation, il n'y a pas de téléphone, pas d'écran, pas de radio. Pas de radio. Concentré. Ouais. Et lorsque en fait il y a des matins ou des soirs où en fait lorsque ça s'est bien passé, parce que j'ai un métier très satisfaisant, hein, lorsque on fait des beaux services, tout le monde s'enlace, tout le monde se congratule, donc voilà, et c'est pas pour ça que on va pas pousser une chansonnette. C'est comme une performance, comme un groupe de rock où tu dis on a fait un beau concert. Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est une partie de mon métier qui est génial, parce que sur le moment, c'est sur le moment qu'on va voir le résultat. Il y a pas une attente ou quoi que ce soit. C'est dans l'immédiat. Nous, c'est dans l'immédiat. C'est comme une pièce de théâtre, hein. Quand on ouvre le rideau, faut être là, faut être présent, il faut envoyer. Non, mais c'est exactement la même chose. Et on a un laps de temps pour faire ça. Donc voilà. Alors évidemment, il y a beaucoup de satisfaction. Le télétravail, ça a changé beaucoup de choses dans les entreprises, dans notre monde. Oui, alors donc mais pour les restaurants, parce qu'avant vous aviez toujours un business lunch. J'imagine maintenant que les gens sont en télétravail, peut-être il y a moins de business lunch, enfin je suppose. Est-ce que ça c'est quelque chose pour lequel vous avez dû vous adapter? Est-ce que ça a changé déjà quelque chose Oui, bien sûr, ça a été un grand changement. À la sortie du Covid, on va faire 2 belles années, parce que les gens ont été frustrés de rester à la maison retour. Et en même temps ils avaient économisé, donc en fait ils voulaient retrouver cette ambiance de convivialité autour d'un verre, autour d'une table, etc. Donc là pendant 2 ans on fait un chiffre d'affaires fantastique. On sent un peu cet engouement, on sent qu'il y avait eu un manque, et passé ces 2 ans-là, et étant donné que le Covid va apporter le télétravail, on va sentir un manque de fréquentation. Et donc ce manque de fréquentation est lié entre autres aux gens
qui ne se rendent plus sur leur lieu de travail physiquement, et donc le télétravail. Et ça a plombé le chiffre d'affaires, oui, effectivement. Oui, c'est une des raisons pour laquelle il y a un manque de fréquentation dans les restaurants de mon style. Quand tu dis des restaurants de ton style, parce que les gens, ils vont se prendre parce que les gens continuent. Les gens continuent lorsqu'ils sont sur leur lieu de travail ou même proches quand ils sont chez eux, continuent à sortir. Il faut, donc c'est quand même essentiel à une vie sociale. C'est vrai qu'il y a moins la pause. Enfin, moi, je le vois dans l'agence. C'est vrai qu'on a moins de. Moi, j'ai moins de moments, même pour organiser un repas avec un client, et c'est souvent longtemps à l'avance. C'est plus compliqué, en fait, qu'avant. Et souvent, on se dit, oh, mais attends, ça, on le fait en visio, ou on coupe les choses. Et c'est vrai que t'as moins de repas. Céline, là, tu m'apprends quelque chose, parce que je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne. Moi, c'est le résultat, dans le restaurant. Avant Covid, tu dis, bah, écoute, on fait une réunion physique, peut-être à 11h, on va déjeuner, on prolonge la réunion. Un réflexe naturel, c'est vrai, souvent, ça se faisait. Aujourd'hui, c'est moins le cas parce que énormément de réunions se font en visio, beaucoup plus qu'avant, en fait. D'ailleurs, même au niveau de l'immobilier, les nouveaux bâtiments qui se font, il n'y a plus un bureau par personne, en fait. Parce qu'avec le télétravail, on a moins de mètres carrés avec le même nombre d'employés ou plus d'employés. Donc, ça a changé forcément la fréquentation. Oui, bien sûr. On a un secteur qui a été touché par le télétravail, entre autres. Et puis, ensuite, il y a eu aussi un peu cette explosion de ventes à emporter tous azimuts. Ça aussi, food truck, toutes ces ventes à emporter qui vont plomber la fréquentation du restaurant. Tout simplement que lorsque, en fait, on n'est pas en télétravail et qu'on est physiquement présent à son bureau, il est simple aussi de prendre son téléphone et de commander quelque chose qu'on va venir vous livrer devant votre porte, devant votre bureau. Donc, il y a ça qui existe aussi. Et puis, également, le pouvoir d'achat. Ouais. Le pouvoir d'achat, moi je fais une cuisine qui nécessite d'avoir du personnel, donc une masse salariale qui est présente, qui est importante. Est-ce que ça fait partie des grands défis d'un restaurateur aujourd'hui, c'est-à-dire les coûts, la main-d'œuvre? Bien sûr, les coûts de marchandises et les coûts de main-d'œuvre. Au Luxembourg, il ne faut pas perdre de vue non plus les loyers, qui pèsent quand même aussi dans la balance. Donc tout ça fait que mon restaurant d'une cuisine, je vais dire, qui nécessite toutes ces charges dont on vient parler, est répercuté sur les prix. Donc forcément, étant donné qu'on vit une époque où l'inflation est quand même là pour tout le monde, la vie est devenue beaucoup plus chère et les jeunes ont beaucoup plus de mal maintenant à accéder tout simplement à la propriété. Si déjà on a du mal à décrocher des crédits auprès des banques pour les jeunes, vous pouvez imaginer que des restaurants comme moi, entre 60 et 80 euros par tête de pipe, ils font l'impasse, quoi. Et puis en plus, la mentalité des jeunes à l'heure actuelle, lorsqu'ils sont actifs, c'est plutôt de découvrir le monde, puisque maintenant on prend facilement l'avion pour aller partout en Europe, passer un week-end de 3 jours, de 4 jours, etc. Donc ça change. Donc à nous aussi de nous adapter. Est-ce que vous avez changé des choses Honnêtement, à l'heure actuelle, non. Par contre, on se pose la question. Je me dis que en fait, ce sont aussi tout ce que je viens d'énumérer, c'est aussi des vagues de tendances. Moi, je pense que lorsqu'on fait bien son métier, qu'on arrive à maîtriser un petit peu la gestion de son entreprise, on peut, à condition que la trésorerie soit encore là, on peut laisser passer ces vagues, je vais dire, de mode, de tendance. Alors, moi, je peux te faire juste un petit aparté en tant que cliente du Bistronome depuis longtemps. Ce qui est, je trouve, appréciable, c'est de savoir que quand on vient, on va avoir déjà une cuisine avec des produits frais, comme tu l'expliquais, avec du goût, qu'on va bien manger de l'amuse-bouche au dessert. Moi, tu ne me payes pas pour le dire, hein, je le dis. Non, voilà. Tout à fait, mais je dis, moi, j'ai jamais été déçue en venant manger au Bistronome, et je trouve que ça se voit que tu te casses la tête en fait pour chaque truc qu'il y a dans cette assiette, quoi. Et en fait, ça se ressent dans le goût, et je trouve que le fait justement de pas dire tiens, je vais changer le concept, etc. Je trouve que justement, moi, c'est pour ça que je reviens. Alors évidemment,
j'ai l'âge que j'ai, donc je parle pas pour les jeunes générations qui ont peut-être d'autres envies, etc. Mais en tout cas, je trouve que au Luxembourg, malgré tout, même si on a beaucoup d'offres en restauration, il y a très très peu, je pense, de restaurants comme le Bistronome aujourd'hui, quoi. Et oui, ça, c'est ce qui vous rend Céline, unique. merci beaucoup, parce que bon, ça récompense aussi l'effort que je fais depuis maintenant, enfin, pratiquement 16 ans. Mais la chose qu'il y a, c'est qu'en fait, moi, je pratique mon métier comme en fait tous les cuisiniers, les vrais cuisiniers devraient le pratiquer. C'est-à-dire qu'en fait, on transforme les produits de saison. Et il y a tellement de recettes, il y a tellement de variétés de produits que la saison, que la nature nous offre, que c'est quand même dommage de quand même aller sur une cuisine ciseaux à découper des sachets sous vide à longueur de journée. Moi, je crois à ce que je fais. J'en suis convaincu. Donc je me dis, oui, laissons passer un petit peu cette vague de snacking à outrance, ces vagues de food truck, etc. Je ne suis pas contre ça, puisque moi je m'en nourris aussi de temps en temps. Lorsque je fais du vélo, etc., je suis bien content d'en trouver un sur la route. Mais quelque part, il y a des tendances. Il y a des mouvances comme ça qui font que, comme je suis un métier de mode aussi quelque part, on fait un peu dans cette catégorie-là, ça peut revenir, on peut retrouver, je vais dire un peu, un chiffre d'affaires intéressant pour l'entreprise. J'y crois. Mais bon, s'il faut se remettre un petit peu en question pour la survie de l'entreprise, on le fera. On le fera, ça c'est certain. Je crois que les gens qui aiment bien manger, qui aiment bien passer un moment. Oui, alors nous on a un noyau. T'as un noyau de fidèles. Alors heureusement. Oui, mais c'est pas pour rien. Tu vois. Heureusement que nous avons cette clientèle de fidèles qui est quand même un noyau assez important pour le Bistronome, qui est essentiellement une clientèle luxembourgeoise à 80%, qui ont fidélisé l'établissement, mais c'est une clientèle également qui ont un certain âge. C'est sûr que moi, mon restaurant, à l'heure actuelle, à part les week-ends, n'attire pas leur tranche d'âge de 25-40 ans, quoi. Donc, oui, ils viennent avec leur famille, etc. Oui, bien sûr, oui. Il y a même des enfants qui ont pris le relais des parents, qu'on avait fidélisés il y a déjà 15 ans de ça. Alors, on arrive dans la cuisine. Donc là, on est au mois de mai. Qu'est-ce que tu as à la carte en ce moment au Bistronome ? Ah bah évidemment, alors qu'est-ce qui te fait vibrer actuellement ? Vas-y, le potager à l'heure actuelle, en cette saison, nous donne beaucoup de choses. Donc ça va du petit pois en passant par les asperges, qu'elles soient vertes, qu'elles soient blanches, en passant par tout ce qui est carottes fan, légumes fan, alors, jeunes légumes, avec etc. tout ça comme plat ? En ce moment, on fait une petite entrée que j'affectionne, que je fais quand même déjà depuis 2 ou 3 ans. C'est des asperges vertes, mais qu'on va cuire nous à la minute. Ce qui va faire la grande différence par rapport à une asperge verte que vous allez cuire à la vapeur ou à l'anglaise dans une eau bouillante salée. Je vais la cuire à la minute. Elle va être juste un petit peu rissolée comme ça à l'huile d'olive. Ensuite, on va dégraisser. Ensuite, on va la mouiller avec un petit fumé d'asperges blanches parce qu'on aura gardé les pluches. On aura fait un bouillon. Donc, on va déglacer. Je vais mettre une petite noisette de beurre. On va cuire ça pendant 1 ou 2 minutes selon le diamètre de l'asperge. Et là, en fait, vous allez retirer ça alors, un petit assaisonnement. Alors, asperge verte, adore le poivre. Donc voilà, poivre noir, une petite fleur de sel. Mais rien que là, en fait, vous avez déjà votre truc. Parce que vous allez avoir votre sauce. Et elle reste croquante. Elles sont croquantes, moelleuses à l'intérieur. Et là, justement, éclatant. Comment tu sais que ton asperge, elle est juste cuite. Non mais ouais, ok. Toi, c'est non, mais c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. En fait, tu la goûtes parce que moi je goûte énormément, mais pendant un service, on n'a pas le temps de goûter à chaque fois tous les ingrédients qu'on met dans une assiette. Mais non, il faut prendre la pointe d'un couteau ou une petite épingle et en fait venir comme ça. Alors prendre évidemment dans la casserole. Alors les têtes, elles cuisent beaucoup plus vite, mais bon, là, on est sur quelque chose qu'on va envoyer à la minute. Donc on peut mettre tout en même temps. Non, on va pas commencer à mettre le plus gros, après le plus fin. Sinon ça devient compliqué. Non, là ça devient quand même, là ça devient une sacrée gymnastique. Il suffit en fait de piquer la partie la plus grosse de l'asperge et lorsque vous sentez une toute petite résistance, mais que dans le cœur, ça c'est tout fondant. On arrête tout de suite la cuisson. Et on la coupe pas sur un lit de glace ou quoi que ce soit. On la sert aussitôt.
Donc voilà. C'est pour ça qu'à la maison, je garde tout dans les casseroles, parce qu'en fait, tout est prêt, je m'ennuie pas à dresser, etc. Je mets au milieu de l'assiette, au milieu de la table, pardon, et là, tout le monde va picorer comme ça dedans. Et ça, c'est fantastique. Et ça, c'est un plat que tout le monde peut faire, parce qu'en fait, c'est, y a rien. Le produit, c'est asperges vertes, de l'huile d'olive, fleur de sel, du poivre, et une noisette de beurre. De bonnes asperges, avec de la bonne huile si vous d'olive. n'avez pas de fond Où est-ce de légumes. Est-ce que tu as des producteurs Je n'ai pas du tout de producteur attitré. Je travaille pratiquement à 100% avec la Provençale parce que j'ai un petit peu de bouteille dans le métier et que je connais les ingrédients. Donc moi, lorsque en fait je commande mes asperges, je les veux soit de Malines, soit des Landes. Quand elles sont blanches, quand elles sont vertes, elles viennent de Provence. Donc tout ça, c'est des provenances qui me tient à cœur et qui donne aussi de la saveur. Et est-ce qu'il y a des producteurs, peut-être pas dans les légumes, mais peut-être d'autres produits, je sais pas, de la charcuterie ou autre, ou l'huile d'olive, où tu te dis, je connais, je travaille avec telle maison, alors tel moi, producteur, je ne la connais est-ce que tu fais des vacances où tu vas faire... Alors oui, l'huile d'olive, c'est Philippe qui a rencontré la personne, moi je ne la connais pas, ouais. C'est une Portugaise qui habite au Luxembourg et qui a des oliviers au Portugal et qui fait sa propre huile d'olive qui est merveilleuse. Mais je ne la connais pas physiquement. D'accord, voilà. D'accord. Est-ce que tu fais des voyages où tu te dis, bah tiens, je vais aller voir? Alors la curiosité fait que je vais aller goûter, je vais aller ceci, cela, mais jusqu'à maintenant, je ne travaille pas avec les gens chez qui j'ai goûté quelque chose d'exceptionnel, etc. Alors tout simplement, c'est parce que aussi l'acheminement des produits n'est pas si simple que ça. Une chose qui est spécifique un peu au bistronome, c'est-à-dire que moi je change énormément mes cartes. Donc j'ai pas des produits spécifiques. L'asperge verte, là, dans 2 semaines, c'est fini. Donc voilà, je vais passer à autre chose. Il faut y aller maintenant. Voilà, il faut y aller maintenant. L'asperge blanche, elle va perdurer un petit peu plus, mais cette période d'asperge, c'est 1 mois et demi, c'est 8 semaines, voilà, selon la météo. Là, et les morilles, je travaille aussi les morilles, je fais une raviole de morilles à l'ail des ours. Donc, par contre, voilà, donc on est sur des produits spécifiques de la saison. Mais le printemps ne dure pas longtemps. Sur le calendrier, il fait la même chose que les autres saisons, sauf qu'au niveau des produits, c'est beaucoup plus court parce qu'en fait, tous ces légumes-là vont sortir côté mars, fin mars, début avril, et tous ces produits spécifiques, asperges, morilles, bon, les petits pois, ça va durer, mais bon, là, en ce moment, ils sont excellents. Et donc voilà, donc ça va faire 8 semaines, donc voilà, et sur le calendrier, ça va jusque le 21 juin. Toi, tu te réjouis quand, par exemple, tu changes, tu dis, putain, la saison des asperges démarre. Oui, parce que un petit côté où tu te dis, ouais, ça va être... Et puis, je reviens à ce que je disais, c'est que pour mon équipe, c'est bien. Parce qu'en fait, on n'est pas dans une routine. On ne se lasse pas, puisque chaque produit a une technique différente. Et on peut la cuisiner de façon différente. Et on peut la marier de façon différente. Et est-ce que tu as des plats signatures au bistronome ou des plats que les habitués réclament? Non, alors les habitués ne me réclament pas de plats. Enfin, ils peuvent me réclamer certaines choses, comme tu me donnes l'occasion d'en parler. Tiens. C'est en fait, il est vrai qu'il fut un temps, ma carte était plus étoffée, donc j'avais plus le choix. Donc par souci économique et aussi qualitatif, j'ai réduit ma carte. Et moi, je trouve que c'est bien. Ça. J'ai dû sacrifier certains produits qui tenaient à cœur, qui me tenaient à cœur et aussi à celui de mes clients. J'ai sacrifié le riz de veau. Voilà, parce que en fait, le riz de veau, il y a qu'un noyau de personnes qui vont sur les riz de veau. Même si je les travaille bien, même si c'est du cœur de riz de veau, etc. Il y a que... Alors, pendant 3 jours, je ne peux peut-être pas en vendre. Et alors, pour moi qui ne congèle pas... Et si par exemple, tu as un habitué qui dit « Écoute, Jean-Charles, je viens avec ma famille telle date, vraiment, j'ai envie que tu me fasses des riz de veau », ça, c'est possible? Oui, ça c'est oui, enfin, ça c'est j'invite pas possible. tout le monde à t'appeler non, parce que c'est compliqué. Au niveau de la clientèle, c'est déjà devenu assez rock'n'roll sans avoir des demandes spécifiques entre les allergènes, les gens sous régime de je ne sais pas qui, qu'est-ce. Sans gluten et tout ça, Parce que ça, c'est du sport. Il faut voir un petit peu lorsqu'on fait un service et que j'ai 14 bons comme ça qui sont devant mes yeux et avec tous les commentaires que Philippe va me faire par rapport à un client qui va manger de façon spécifique. Ça, c'est du costaud.
Parce que là, on doit changer. Ça a augmenté. Alors quand quelqu'un est allergique vraiment à quelque chose, forcément. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde a... J'ai l'impression, est-ce que c'est vraiment des intolérances ou est-ce que ce sont des préférences? Je pense que lorsqu'en fait, ils ont des allergies reconnues et qui pourraient les rendre très très malades sur le moment, en général, ces gens-là, on ne les voit pas au restaurant. Après, il y a des modes aussi. Je pense que les gens font aussi attention à ce qu'ils mangent. Enfin, surtout ma clientèle, ils font attention à ce qu'ils mangent et à leur santé. Donc voilà, il y a des produits comme on sait que le gluten est devenu aussi un peu la bête noire pour les gens et à juste raison, dans le sens qu'on galvaude aussi le gluten. Donc maintenant, la plupart du gluten qu'on a dans le pain ou autre, dans les aliments, sont des gluten un peu industriel où on peut ajouter encore des choses et ça c'est malheureux, ce qui génère un peu toutes ces intolérances, etc. Est-ce qu'il y a des plats ou des produits que tu aimerais cuisiner que peut-être tu fais pas encore ou un plat que tu rêves de travailler? Je m'interdis rien à part lorsque économiquement parlant, là on a fait l'exemple du riz de veau, je ne suis pas sûr de la vendre tout le temps, donc c'est un produit qui reste relativement cher, donc celui-là finalement je l'ai sacrifié pour des raisons économiques, mais sinon, non, je ne m'interdis rien du tout. Alors, je ne mets pas de caviar. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas mis de caviar pour la simple raison que ça va encore amplifier les tarifs. Encore une fois, ça fait partie de la gastronomie. Puis c'est une niche de clients qui vont te demander ce style de produit. Par contre, je fais la truffe, mais pas la blanche. Parce que celle-ci est devenue aussi trop chère. Donc voilà. Tout en restant fidèle à la cuisine que tu souhaites proposer, tu as quand même des contraintes, on va dire, économiques. Je veux dire, si tu étais open bar, si tu n'avais pas de contraintes financières, tu ne devais pas y penser, ce n'était pas un sujet, tu pourrais cuisiner la truffe blanche, tout type de produit, quoi. Ah oui, non, mais bien sûr. Aujourd'hui, il y a quand même cette casquette chef d'entreprise. Ah oui, là, le food cost est très important pour une petite entreprise comme la nôtre. On est des artisans, donc on ne peut pas se permettre on n'est pas sponsorisé par je ne sais pas qui. Non, on fait très très attention à ce qu'on rentre, etc. Et au-delà de tout ça, de toute façon, tous les produits de saison frais qu'on va travailler, s'ils sont bien cuisinés, tout est bon. Ça peut aller du cardon, on a parlé, c'est de la même famille, l'artichaut, l'endive, le salsifis, l'asperge, tout ça, tous ces mots-là peuvent effrayer une jeune génération. La génération qui a eu l'habitude et un peu mal éduquée à la food, à la street food et compagnie. Donc voilà, mais tous ces produits-là sont merveilleux et n'ont pas besoin non plus d'être escortés par des produits de luxe. Et dans ce qui est protéines, donc le poisson, la viande, et là tu te fournis aussi à la provençale et tu as etc. En poulet, c'est poulet fermier, la Belle Rouge. Je n'ai pas de petits volaillers, à part mes œufs. Ils viennent de Luxembourg. Oui, c'est vrai que j'y pense pas assez souvent. Avant, j'avais un super boulanger aussi. Bon, malheureusement, il a arrêté son activité. Tout ce qui est poisson et viande, en général, ce sont les origines qui m'intéressent. Mon carré de veau que j'ai à la carte en ce moment vient de France et il m'arrive très très petit, donc c'est déjà un gage de qualité. Et en plus, moi, je le reçois, je dois quand même aussi le désosser, etc. On me le coupe pas, on me le détaille pas. C'est moi qui fais tout ça. D'accord. Donc, et le poisson, c'est pareil, c'est toi. Et le poisson, c'est moi. Je le fais mettre quand même en filet. Alors quand j'ai besoin des arêtes pour faire un fumé, à ce moment-là, évidemment, je le fais rentrer entier et je le lève. Mais bon, la plupart du temps, je le fais rentrer en filet, avec peau, en règle générale. Et après, selon mes recettes, j'enlève la peau ou pas. Jean-Charles, ton tartare, parce que moi, je sais que j'en mange jamais au restaurant, sauf chez toi. Ah, écoute. Déjà, il est au couteau. Oui, mais non, moi, il est pas. Non. Il a fallu que, en fait, par rapport à mon passage en Belgique et par rapport à mes origines françaises, j'ai dû faire un compromis. Et au Luxembourg, comme en Belgique, il y a très très peu de personnes qui l'apprécient au couteau. C'est Alors, vrai. il y a deux écoles. Alors, au couteau, on va mettre beaucoup plus de temps à le préparer, à le couper, donc ça va chauffer la viande. Un peu plus, sur des planches, blablabla. Et par contre, moi, je le passe au hachoir, mais c'est à la commande. Donc, en fait, il est... Voilà. Oui, il est frais, évidemment. Mais je veux dire, il est, en dehors du goût et de l'assaisonnement, mais il est préparé. T'as pas l'impression que c'est un truc...
Non, mais tu vois, moi j'aime pas ce côté. Le cornichon, il est alors coupé au couteau. Les capres sont hachés au couteau. En fait, le persil plat, c'est du vrai persil plat. La ciboulette, c'est de la vraie ciboulette. T'as pas un espèce de l'huile truc d'olive, c'est la bonne huile d'olive. Voilà. Le jaune d'œuf, c'est des poules, donc luxembourgeoises. Après, c'est les assaisonnements. Nous, on travaille beaucoup avec la fleur de sel. Puis moi, j'ai un poivre noir sarawak et puis j'ai un penja en blanc. Tout ça fait. Les épices, tu les achètes quelque part? Non, non plus. Alors avant, oui, il fut un temps, on avait des particuliers, enfin même des micro-entreprises comme ça qui dénichaient des superbes condiments et épices. Bon, maintenant, ils n'existent plus. Non, là aussi, je connais mes produits, je sais avec quoi je dois travailler. On parlait des asperges vertes. Là, on sert une petite entrée au menu du jour, qui est les asperges vertes sous un petit yaourt égoutté comme ça pendant 2 ou 3 heures et qu'on va agrémenter de toutes les peaux d'agrumes que nous, les agrumes, on va lever, qu'on va mettre à sécher pendant 3 ou 4 heures dans un séchoir. Donc, ça va confire naturellement en fait le pamplemousse et l'orange. Et tout ça, on va le marier dans cette sauce-là. Et je vais rajouter ce poivre timut, qui est un poivre qui a ses saveurs de pamplemousse. Donc voilà, donc ça va rehausser un petit peu le truc. Voilà. Ça donne, donc, ça non, donne mais il y a, sans parler de caviar ou quoi que ce soit, on vient de parler d'orange, on vient de parler d'asperges, on vient de parler de yaourt. Tout ça, c'est hyper accessible. Ouais. Et j'ai une dernière question qui revient un petit peu à ta passion en fait que tu transmets depuis qu'on a démarré cette conversation. Si tu devais transmettre un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la restauration aujourd'hui, est-ce que tu aurais ou des recommandations De toute façon, je pense que en fait, ce métier-là est viscéral. C'est vraiment quelque chose qui est en toi et toi, tu n'aurais pas pu faire un autre métier? Je me suis quand même un petit peu tâté quand même lorsque en fait je faisais du sport et après quelques mois, tu m'as dit 8 mois. Oui, mais à côté de ça, ça faisait déjà au moins 6 ans ou 7 ans que je. Mais tu t'es dit vraiment à un moment, soit je vais dans le sport professionnel, j'en fais mon métier, soit je vais. Oui, j'avais eu cette opportunité-là, mais j'avais la lucidité que c'était peut-être plus difficile de réussir dans le sport que en fait dans la cuisine. Là aussi, alors là c'est aussi un choix, je vais dire un peu économique aussi. Faut quand même que je vive quand même de ce que je fais quand même. Mais j'ai pas vraiment de conseils parce que je pense que en fait c'est un métier. On y va parce que, alors surtout à l'heure actuelle, on n'y va pas par nécessité. Je pense qu'on peut y aller aussi. Juste parce qu'on a le plaisir, je vais dire, d'exercer ce métier-là, ou alors ça peut commencer aussi à la maison, et on se rend compte que ça a un impact. Alors attention, la maison ne représente pas du tout le milieu professionnel. Parce qu'à la maison, vous avez juste un petit peu ce truc spontané quand vous avez fait quelque chose de bien et que tout le monde, tout de suite, vous êtes quasi adulé. Donc, mais par des gens qui vous aiment en général. Par votre entourage en général. Mais par contre, c'est un vrai métier et là, c'est tous les jours là qu'il faut se remettre à la tâche. Et le plus difficile dans mon métier, c'est d'avoir la constance, c'est-à-dire être régulier dans la qualité. Ça, c'est le plus difficile de ma partie. Après, la création, ça va venir avec l'expérience, avec la maturité. Ça, ça on l'apprend. C'est comme goûter les vins. Est-ce qu'il y a des cuisiniers qui sont très bons dans imaginer les recettes, mais après qui n'ont pas envie, entre guillemets, de faire toute la partie exécution et qui transmettent à des équipes. Même ça, c'est une chance. Moi, je ne l'ai pas, cette chance-là. Et des cuisiniers qui, en fait, ont besoin d'être tous les jours comme toi, en fait. Tout le temps, moi, je suis un artisan cuisinier parce que mon entreprise, elle est comme elle est, c'est-à-dire toute petite, que je suis obligé tous les matins d'être derrière le fourneau. Donc voilà. Mais par contre, lorsqu'on a mon âge et qu'on a très très bien réussi dans ce métier-là, on délègue. Donc, on reste créatif, on a accès à des beaux produits et après, on a des gens qu'on a formés ou qui ont été formés ailleurs et qui ont cette spécificité
de restaurants haut de gamme et où en fait le chef de cuisine n'a plus qu'à être au passe. Et après, le travail des produits va se faire en équipe. Un chef de cuisine qui est au passe et qui dirige sa brigade aura donné, par exemple, à son entremétier qui va s'occuper uniquement en fait des légumes, il va lui dire tiens, on rentre dans la saison de tel produit, du petit pois, etc. Par contre, cette année, on va travailler les cosses de petits pois. Tu vas me créer une recette, tu vas élaborer une recette et on va la goûter ensemble, etc. C'est comme ça que ça se fait en fait dans un. Après, on a toujours la pâte. En fait, des cuisiniers, lorsqu'on rentre dans des restaurants, je vais dire, de bonne cuisine, vous allez avoir quand même encore cette identité quand même. Vous la retrouvez quand même, l'identité dans les assiettes. Cette façon de faire, cette façon d'amener le plat, cette façon de l'avoir cuisiné. Vous allez automatiquement, normalement, les yeux fermés, vous allez savoir que c'est du Jean-Charles ou que c'est une autre personne. Voilà. Un autre chef. Donc, voilà. Et puis, je voudrais ajouter quelque chose. Ce qui est très important lorsque je parle de cuisine quand même d'un bon niveau, c'est en fait, plus on va travailler les produits de saison, plus on va respecter les cuissons, les assaisonnements, plus vous allez avoir une cuisine digeste. Parce que ce qui se passe encore avec toute cette street food, tous ces snacking, tous ces fast-food, etc., c'est qu'au bout d'un certain âge, vous ne les digérez plus. Voilà, on a un organisme qui est fait que, en fait, voilà, il y a des choses qu'on digère beaucoup moins bien. Donc moi, je peux en parler, puisque moi, je peux aller manger une pizza, et moi, une pizza va me faire la journée. Voilà, parce qu'en fait, il va me falloir un laps de temps de 12 heures pour la digérer. Tandis que les cuisines... Même une très bonne pizza ou alors, il faut qu'elle soit vraiment très bonne, hein, donc avec des vrais produits dessus. Parce que ce qui est rare aussi maintenant, des vrais produits dessus. Moi, je pratique une cuisine hyper digeste. Donc en fait, vous rentrez chez vous, voilà, le lendemain matin, vous faites une bonne nuit, vous n'avez pas d'insomnie, etc. Votre organisme digère naturellement, en fait. Parce qu'il n'y a que de vrais ingrédients dans l'assiette. Tout simplement, il n'y a pas d'ajout industriel ou que sais-je, quoi. Ce qui fait la différence. Ouais. Ça, c'est ce qui fait la différence. Je suis assez d'accord. Et donc, j'invite tout le monde à aller au Bistronome. Ou à revenir au Bistronome. Vous êtes bienvenus. On arrive à la fin de notre échange. Donc merci beaucoup Jean-Charles pour cet échange. J'avais écrit généreux, gourmand et très ancré dans la réalité d'un métier de passion, mais j'aurais pas eu besoin de l'écrire parce que franchement, tu m'as donné beaucoup. Tu es vraiment quelqu'un de généreux et on voit que tu es vraiment passionné par ton métier, quoi. Donc ça fait vraiment plaisir. Et c'est justement ce que je cherche à faire ici dans ce podcast Worksite Story, donner à entendre des voix authentiques comme la tienne, qui racontent le travail tel qu'il est, dans toute sa complexité, sa richesse et ses contradictions, qui nous rappellent qu'on peut créer, diriger, transmettre avec exigence, plaisir et fidélité à ses valeurs. Donc merci à vous qui nous avez écoutés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vos équipes, de vos clients et de vos convictions. Merci beaucoup. Merci Céline, c'était très agréable. Merci. Merci beaucoup.